on va parler d'un sujet qui n'a pas été ou peu abordé depuis ce matin, tant mieux. On est censé avoir des conférences, des débats qui sont complémentaires. Quand l'IA répond à tout. En fait, quand on réfléchit 2 secondes au monde du tourisme, évidemment, c'est depuis tout le temps, depuis que le tourisme existe, on est là à chercher le point de contact qu'on a avec nos clientèles. Bien avant l'IA, on faisait des salons, on faisait du publipostage. Et nous, on va se rassembler et revenir très vite vers le digital. Et au début du digital, c'est arrivé avec le web. On a eu le référencement naturel, le référencement payant. Et on a eu les réseaux sociaux. Et à chaque fois, en fait, on a essayé de s'adapter. Alors souvent, d'ailleurs, en fonction des différents secteurs, institutionnels, privés, publics, plus ou moins de rapidité. On les a vus arriver, on les a regardés de loin. Puis finalement, on s'est adapté. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est une économie et qu'à un moment donné, il faut être là où sont nos clients. Et si on accélère, on prend la DeLorean, on ne va pas très loin, on la prend à 2 ans et demi, on arrive avec ChatGPT, le premier qui arrive, aux 3 ans, fin novembre 2022, je ne sais plus compter à cette heure-là. Mais quand il arrive, on regarde, on est d'abord un peu extasié, on dit ça va vite, et très vite on se pose la question aussi, pas si c'est un point de contact, mais d'abord de se dire, mais il cite des choses, d'où ça vient ? D'où ça vient et où est-ce que je suis ? Donc au départ, ça nous fait presque un peu sourire, tiens, t'es dedans, non, je suis pas dedans. Puis après, on sourit un peu moins parce qu'on dit mais t'es pas dedans. Mais du coup, c'est-à-dire que t'es pas dedans. Et des études commencent à sortir et on voit que c'était en avril 2025, c'est-à-dire une éternité à l'ère de l'IA. C'est plus du tout. En avril 2025, Avast Market sort une étude et ils nous disent 34%. Les Français utilisent en majorité ChatGPT à 80%. Ok, pour faire simple. Et dans leur usage, le deuxième usage juste derrière la santé qui était à 35, à 34, c'est le tourisme. Donc quand ils utilisent l'IA, ils l'utilisent très majoritairement pour des usages autour du tourisme et du voyage. On dit ça, on dit ah oui quand même. Et dans la foulée, on nous dit du coup, Google est mort. Google est mort parce qu'en fait, ils font 80%, les gens n'utilisent que pour ça, donc on était prêt à remballer les go, c'était fini, plus de SIA, de SEO. Et là, on regarde d'autres chiffres, on regarde la part. Et la part, on regardait et on voit ChatGPT 65 millions, à ce moment-là, de requêtes par jour de recherche. Énorme. Sauf qu'à côté, Google, lui, faisait 14 milliards. Bien entendu, parce qu'il y a un hatchoum en même temps, millions et milliards. Énorme, en fait. Et donc, on se dit, on est sauvé, finalement, l'IA. Et on a vu ce matin, d'ailleurs, on remet des données de maintenant. Finalement, c'est des parts souvent un peu infimes, mais qui augmentent très vite. On se dit, on est sauvé parce que Google est là. Sauf que Google, lui, il n'allait pas regarder l'IA te passer de côté. Il s'est dit, moi aussi, je vais mettre de l'IA. Et je vais mettre ce que j'appelle les AI Overview. Qui dans la salle sait ce qu'est une AI Overview ? Ouais, c'est 4 personnes, 5, non, 6, 10. Ah, justement, oui, plus. C'est méchant quand même. Non, il y a quoi ? Peut-être 5-10% de la salle. Les AI Overviews, c'est quand Google, je vais faire rapidement, on va en parler tous ensemble, mais quand Google, finalement, au lieu de nous donner ses liens bleus, décide lui-même de faire un résumé IA, en allant chercher ses propres sources de son côté. Donc notre sauveur à 14 milliards de requêtes qu'il avait se retrouvait à être peut-être notre fossoyeur parce qu'en fait il était en train de nous faire des résumés. Nous voilà sauvés par une autre chose, on a le RGPD en Europe. Donc il a du mal à venir avec son AI Overview. Et on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Nos amis américains qui étaient là ce matin, aux États-Unis, vu que l'AI Overview, lui il a été installé, on se retrouvait à 35-40% des requêtes de tourisme qui était généré. Et donc se pose la question, et on va arriver sur le sujet de notre débat, mais comment je fais pour exister dans un monde où je ne suis plus cité et où il n'y a plus de clics ? Parce que si j'ai tout de suite la réponse, pourquoi je cliquerais ? Et dernière chose là-dessus, moi quand j'ai sorti un numéro de la newsletter auquel vous êtes abonné ce matin, il y avait un numéro, c'était à l'ère du clic, plus de clics, je sais même plus, ça a fait peur à tout le monde, c'est un numéro qui a fait un carton, tout le monde a regardé ce qu'il en était pour se renseigner. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Et pour en parler, parce que j'avais une dernière donnée là, toute récente, il y a une super étude qui est sortie de Evaneos avec YouGov, qui est sortie, qui nous rassure et nous pose des questions. Cette étude, elle nous dit que 76% des Français n'ont jamais utilisé l'IA pour leur voyage. Donc là, on voyait la part, donc on se dit, ça va. Mais dans ceux qui l'ont utilisé, 71% trouvent que c'est vraiment bien. Et on est dans tout ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire qu'on a une transformation qui est là de toute façon. Les parts sont peut-être encore faibles, mais ça augmente x100, x1000. C'était évoqué ce matin par un des acteurs.
C'est énorme. Et donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et on va discuter. Alors, pour en parler, je les ai fait venir sur scène. Il y a, dans l'ordre que j'ai à côté de moi, Romain Rousseau, qui est du coup Chief Product Strategic Development Officer, rien que ça, chez Evaneos. Depuis 5 ans, il fait des choses, moi, que je trouve formidables. Je suis de plus en plus ce qu'il fait. Evaneos, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme du coup européenne de voyage sur mesure, hein, qui met en relation des agences locales dans plus de 160 destinations. Et moi, au dernier chiffre, il y a quand même plus de 800 000 voyageurs qui ont été accompagnés depuis 2009. Gros acteur. Et c'est bien, tu vas nous apporter la vision Travel Tech, plateforme aussi privée. On a Laurence, qui je te remercie parce que tu remplaces un de tes collègues, au pied levé, c'est très sympa, qui est directrice innovation chez Hopscotch Group, dont on a pu entendre parler encore à l'instant, un gros groupe de communication français. Et on va parler avec toi beaucoup du GIO, justement, c'est ce nouveau terme qui est venu après le SEO. Et enfin, Nicolas Baudy, qui est directeur digital et technologie, je pense que beaucoup connaissent. Paris, je t'aime. C'est le nom de ton truc, hein, c'est pas une déclaration. Hein. Je le prends quand même. Hein. Tu prends. On nous connaît aussi un petit peu sous le nom d'Office de tourisme. Voilà, l'Office de tourisme de Paris, et pas que. Et des congrès de Paris. Et depuis des années, tu travailles dans le tourisme. Et depuis 4 ans, c'est ça, un peu plus de 4 ans, tu as pris l'Office de tourisme de Paris ? Juste avant les Jeux Olympiques. Ah, c'est un bon choix. Sauf que quand tu l'as pris, à mon avis, on t'a pas dit que c'était un bon choix. Non, mais on se racontera ça tout à l'heure avec un verre de vin. On va regarder. Donc, on va découper ça en 3 parties. 3 actes. Être visible, être vu à l'ère de l'IA. Être choisi, ça sera notre 2e acte. Et notre 3e acte, ça sera être indépendant, point d'interrogation, à l'ère de l'IA. Parce qu'on n'a pas parlé de nos OTA et de toutes ces questions de souveraineté. On va un peu en parler. La parole va être enfin à vous, ça y est, moi j'ai fini, c'est vous qu'on veut entendre. La première question, et je vais commencer par toi Laurence. Moi j'ai un peu donné le cadre, j'ai parlé vite fait là du GIO, c'est le terme à la mode, mais qu'est-ce qu'on entend ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il en est et ce qui se cache derrière ce terme marketing ou pas ? Pour les acteurs qui sont dans la salle. Avec grand plaisir. Je vais simplement reposer un petit peu le cadre de d'où je vous parle aujourd'hui. Donc, Hopscotch, on a une équipe innovation et IA qui est constituée d'à peu près 8 personnes. Donc Hopscotch, on est une ETI, donc ça veut dire que comme vous, comme beaucoup d'entre vous dans la salle, on n'a pas des milliards à mettre dans l'IA. C'est-à-dire on doit faire cette transformation, mais nous devons la faire rapidement et avec une économie de moyens. Donc on a une petite équipe dans laquelle il y a un Head of Research qui est aussi data scientist, il y a 3 développeurs, il y a un UX designer, il y a des IA artistes dont le directeur de création Eddy que vous voyez là, et il y a un AI officer qui n'est pas là, qui devait être là, et des planeurs stratégiques. Donc vraiment en équipe réduite. Et notre job chez Hopscotch, c'est justement de déployer l'IA dans les différentes structures du groupe et au bénéfice de nos clients. Et à ce titre, nous développons des produits et nous avons développé le GIO, Generative Engine Research. Et donc c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui et c'est ce qui nous autorise à vous en parler aujourd'hui. Donc déjà, c'est vrai que le GIO, vous n'avez pas pu passer à côté parce que tous les articles vous disent mais aujourd'hui si tu n'as pas mesuré l'empreinte de ta destination dans le GIO, tu es absolument mort, c'est la nouvelle manière de mesurer l'empreinte de sa destination. Dans les faits, j'aimerais poser le cadre de différence entre le SEO, Search Engine Optimization, et le GIO, et vous allez voir qu'il n'y a pas tant de différence que ça, à savoir que si jamais votre SEO est bien fait, si vous l'avez travaillé, si vous avez travaillé votre référencement, a priori vous êtes en pole position très bien placé sur le GIO, et voici pourquoi. Déjà parce que, alors il y a une différence bien entendu, que les journalistes aiment beaucoup dramatiser, ils aiment beaucoup vous dire « Ah mais oui, mais le SEO, vous savez, c'est des liens qui pointent et donc ce qui compte c'est la position que vous allez avoir dans une page Google, ce que vous connaissez bien entendu ».
Et le GIO, c'est de la recommandation. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce qu'il faut, c'est que les différents LLM, grands modèles de langage, vous recommandent. Et donc, ils vont vous recommander par une réponse qui est une réponse structurée que vous avez certainement vue. Donc, c'est pas du tout pareil. C'est des mécaniques d'agrégation de résultats. Et donc, ça fonctionne pas de la même manière. En réalité, la base est tout à fait la même. C'est-à-dire que si vous avez déjà travaillé la technique de votre site, et donc c'est la base du SEO, c'est-à-dire que si votre site fonctionne bien, s'il est léger, si les algorithmes de Google le revisitent régulièrement, il va monter naturellement dans le GIO également. Ensuite, si votre site, et là c'est encore un point commun assez brièvement avec le SEO, si votre site adresse des questions, c'est-à-dire que s'il fait sens pour l'audience qui le visite, parce qu'il répond à leurs questions. Par exemple, nous, on a des outils comme Answer the Public, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent dans la salle, pour référencer les questions qui sont véritablement posées par le public et les requêtes qui sont véritablement posées par le public de la manière dont il les pose. Donc, si votre site répond à ces questions-là, si le contenu que vous faites à côté du site répond à ces questions-là, ce contenu également est intéressant pour le GIO et va être fait de manière privilégiée. Troisième point commun, si votre contenu est structuré, le GIO comme le SEO aime tout ce qui est balise, aime tout ce qui est bullet point, adore tout ce qui est tableau comparatif, que ce soit dans votre site ou dans les contenus. Donc, on est encore sur du point commun. Maintenant, où vont se situer les références? Donc nous, on a développé chez Hopscotch un outil de GIO, donc Generative Engine Optimization, c'est-à-dire que nous sommes capables de mesurer l'empreinte d'une marque, d'une entreprise, d'une destination, voire d'une personne, sur les différents modèles de langage. Donc nous, on en traite 5 parmi les principaux modèles de langage. Donc, on est capable de voir, par exemple, quelle marque est spontanément citée ou quelle destination est spontanément citée quand on parle de loisirs, de vacances, de plongée, pour reprendre des domaines qui vous sont propres. On est capable de voir également sur quelle source il s'appuie. Et ça, je vais peut-être, si tu me donnes encore 2 minutes. Une. Ok, insister là-dessus. On est capable de voir quels sont les concurrents, comment ils se positionnent, etc. Et je voulais juste vous dire une chose sur les sources, parce que ça, c'est important. Sur quelles sources se basent ces différents LLM? Et là est peut-être l'enseignement que vous pouvez tirer de mon intervention. Les sources, première bonne nouvelle, la source du site en question, c'est-à-dire que vous avez un site propre de destination, c'est parfait, c'est à peu près 40%. Après, ça remonte plus ou moins en fonction des différents LLM, mais effectivement, le site propriétaire, on le considère comme étant une source fiable, ce qui est très important, comme étant une source légitime, comme étant une source autorisée et comme étant une source qui fait consensus. Et c'est là-dessus que le GIO va se fonder et va se fonder de plus en plus dans l'avenir. Donc, le site parfait. Ensuite, si vous avez du contenu institutionnel mais qui ne vient pas de vous, par exemple, ça peut être du contenu des ministères, c'est aussi parfait, ça il le prend en référence. Vous avez des résultats d'études excellent, parce que surtout les résultats d'études, surtout s'ils sont replis sur différents blogs, ces différents blogs vont remonter. Vous avez de la presse, c'est génial de faire des relations médias, parce que la presse locale, presse nationale, presse professionnelle sont extrêmement prisées par les LLM, c'est entre 25 et 30%, donc vous pouvez y aller. Et dernière chose, et après j'ai fini, ce sont les blogs et les avis. Trustpilot, Google, Indoor pour ceux que ça concerne, Reddit bien entendu. Donc investissez ces forums, investissez ces avis, ils sont précieux. J'ai fini. Non, mais je t'ai laissé finir et c'est très pédagogique, donc c'est très utile, je pense. Merci beaucoup, Laurence. Nicolas, on va passer à toi et à voir justement par rapport à ce qu'a présenté Laurence. Toi, avec Paris Je t'aime, justement, tu es en première ligne, vous avez plus de 50% de votre trafic, tu me disais, qui vient de l'étranger. Et donc, l'AI Overview qui est déployé à l'étranger, il y a des impacts. Alors, comment toi, pour être visible à l'ère du LUA, comment ça se passe au niveau de ton office ? Alors, on est une des victimes de cette affaire, puisque si on regarde les chiffres assez froidement, ce que tu as évoqué en matière de déploiement effectivement de l'IA par Google et d'un certain nombre de dispositifs qu'on va regrouper sous la terminologie zéro clic,
Ça suppose qu'aujourd'hui, on fournit du contenu pour que Google s'amuse avec. D'accord ? En fait, ça revient à ça. Et au passage, vous avez à peu près une baisse de 25 à 30% de votre audience naturelle. Donc, en fait, c'est soit vous regardez le train et à la fin vous crevez, soit vous faites en sorte, effectivement, de réinvestir un certain nombre d'éléments que Laurence a très justement présentés, ou globalement, effectivement, si vous avez fait le nécessaire en matière de SEO, vous êtes plutôt pas mal parti pour le géo. On ne va pas reprendre tous les éléments, mais une des grosses différences entre les deux, c'est la notion d'autorité. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut travailler au niveau de la marque. Et la deuxième chose, c'est de se rappeler que le SEO, vous essayez de courir après des mots-clés, alors que le GEO, vous essayez de courir après des usages de la part de vos clients. Et ça, c'est la grosse différence. Donc, il y a quand même une énorme mutation qu'il faut avoir. Aujourd'hui, on vit, nous, sur notre audience. C'est-à-dire qu'on rend visible la destination, on assure la visibilité et la promotion sur tous les marchés. Donc, évidemment, quand Google commence à tester des choses sur le marché américain ou voire le marché espagnol, par exemple, avant de les déployer en France, on le subit parce qu'en effet, la moitié de notre audience provient de marchés étrangers. Donc, on a assez peu de temps, en fait, pour réfléchir. Et on est plutôt tout de suite dans l'action, notamment avec ce que effectivement Laurence a évoqué, à savoir une présence multicanale sur des choses comme Reddit, etc. Une présence évidemment assumée sur tous nos canaux digitaux. En revanche, quand on regarde, et moi c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui se passe de l'autre côté du décor, ça remet en cause quand même beaucoup de choses en matière d'organisation. Ça remet en cause beaucoup de choses en matière de production du contenu et de rationalisation et de faire en sorte qu'effectivement on le fasse pour une bonne raison, c'est-à-dire pour l'utilisateur, pour le visiteur, fût-il individuel loisir ou fût-il dans le cadre d'un congrès, d'un séminaire quand il vient à Paris. Intéressant, et je retiens du coup cette présence, comme tu dis, assumée de Reddit, au fait de travailler aussi ces sujets-là. On a vu que c'était dans des sources, et de se dire on va finalement aussi sur ce terrain-là. Ah mais le forum sur Paris, ils sont intraitables. C'est-à-dire que tu dis un truc qui est faux, tu te fais dézinguer dans la minute. C'est un truc de fou furieux. Essayez-le parce que honnêtement, il y a une espèce de vigilance de la communauté Reddit sur la fiabilité des informations concernant Paris. C'est génial. Je vais venir vers toi, Romain. On ne va pas parler JO avec toi. Je sais que vous travaillez. Tu vas en dire un mot, mais ce n'est pas notre sujet principal. Je sais que vous travaillez aussi sur les chat GPT apps, de trouver les autres points de contact qui existent et qui se créent. Ce matin, ça a été évoqué par plusieurs acteurs. Accor, qui disait être le premier français. Vous êtes le deuxième, quand même. Je pense dans le voyage, c'est lui, c'est le premier. Vous êtes arrivé très vite derrière. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer votre stratégie par rapport à ça et de fait d'aller sur ce créneau-là, finalement? Oui, je vais vous dire un petit peu d'où ça vient aussi, pourquoi on le connecte au GEO et à la baisse du search. Je confirme, nous on est présent en Europe, donc on n'a pas AI Overview en France, mais par contre on a pu constater immédiatement sur nos autres marchés en Europe la baisse de trafic. Donc on passe un système de clics à un système de mentions. Tu parlais de visibilité tout à l'heure. Et donc malheureusement, je confirme un peu les chiffres de moins 30% sur des requêtes plus informationnelles. Donc quand on commence à voir ça, d'abord on panique un petit peu. Et puis après, en vrai, ça remet l'église au milieu du village et ça nous redonne une responsabilité de se dire... En fait, avant, on était là à suroptimiser et il faut continuer de le faire sur le SEO et le GEO. Mais ça pose la question de où est-ce que je dois être visible et pourquoi je dois être visible. Et là, ça redonne de l'importance à votre marque, à votre service, à vos différenciateurs. Et donc, nous, on s'est beaucoup repenché là-dessus, regardé les autres carrefours d'audience, notamment les réseaux sociaux qui sont... essentiel dans le voyage et vous le savez, il y a même sur la plus jeune génération des statistiques qui montrent qu'ils ne recherchent pas ou peu sur Google pour avoir des recommandations à destination et ils vont regarder sur les réseaux sociaux et sur TikTok par exemple. Et donc ça change complètement la façon d'aborder les carrefours de trafic. Et aussi par rapport à la visibilité, ce qui est important, ce que nous on a beaucoup travaillé, qui est lié à notre modèle, c'est que pour exister et être visible, vous avez parlé d'autorité, ça revient à ça un peu, la valeur de marque, la popularité.
il faut être crédible. Il faut être crédible aussi pour les agents IA, pour les LLM, et pour ça il y a le contenu, et donc il faut qu'il soit de préférence rédigé par des humains. Et nous, Evano, ça repose sur l'humain, les voyageurs, les agences locales, et donc ce contenu, le plus il est unique, plus vous allez être crédible, paraître authentique, et donc repris en termes de visibilité. Nos voyageurs aussi ils produisent du contenu, et donc ça c'est des éléments qu'on peut utiliser et utiliser notamment sur les réseaux sociaux et sur nos sites pour justement valider cette crédibilité. Et on ne peut pas nier que tout le monde utilise ChatGPT. En tout cas, l'année dernière, c'était le cas. Maintenant, il y a des mouvements sur les différents LLM. Et nous, on a un ADN qui est d'être pionnier, précurseur. On a désintermédié une partie du voyage pour le sur-mesure notamment. Et donc, on est obligé d'aller tester et investiguer ces nouveaux carrefours d'audience qui sont probablement petits, on le voit parfois dans les données de trafic aujourd'hui, mais en réalité, on n'y va pas pour faire réellement du business, on va pas se mentir, on y va pour apprendre. On y va pour apprendre et pour être prêt pour la suite. Donc on a développé cette app ChatGPT en environ, je dirais, 2-3 semaines. Ce que ça nous a permis de faire, c'est directement identifier les personnes qui étaient capables et qui avaient envie de travailler là-dessus, et donc qui étaient motivées pour faire ça en side project, en plus de leur priorité du moment. Ça permet aussi d'un point de vue purement technique, c'est-à-dire mais comment on va en fait afficher nos données, transmettre nos données, faire des recommandations pertinentes et intelligentes aux utilisateurs qui requêtent sur ChatGPT. Donc là, on parlera un petit peu de technologie tout à l'heure, mais en fait, l'idée, c'est de bâtir un moteur de recommandation que vous puissiez utiliser après sur d'autres LLM ou même sur vos propres applicatifs. Et enfin, ça vous donne des learnings, parce que même si on se parle de plusieurs centaines d'utilisateurs sur l'app par rapport à plusieurs millions sur notre site par exemple, on a quand même des learnings sur ce que les gens tapent, ce qui est différent par rapport à ce qu'ils recherchent sur notre site, et donc ça c'est des éléments clés qui peuvent nous nourrir pour justement travailler sur nos autres points de contact. Et du coup, c'est des nouveaux indicateurs que vous mettez en place au final, des choses qui n'existaient pas encore avant. Oui, alors nous, ça fait depuis 2023 qu'on travaille beaucoup sur le conversationnel, directement sur nos sites. On a essayé de remplacer nos formulaires par des formulaires plus riches, plus ouverts, conversationnels. Et donc, on ne regarde plus les mêmes choses. En acquisition de trafic, déjà, on regarde beaucoup les mentions du coup. Nos efforts sur la crédibilité, heureusement, ils payent un petit peu, puisqu'il y a une dernière étude, Brandwatch Cision, là, qui met Evaneos en numéro 1 sur la partie agence de voyage. Donc, on est assez fiers après plusieurs mois de difficultés. Donc, on regarde ça. Et après, avec le conversationnel, vous n'avez pas un workflow traditionnel où vous regardez les étapes de votre funnel, etc. Les gens, ils tapent ce qu'ils veulent. L'agent répond en fonction du contexte. Et donc là, on va analyser des traces. Et les traces, en fait, c'est les conversations. Ce qui est génial, c'est que, pour le coup, vous avez énormément d'enseignements qualitatifs, puisqu'on a tout le contexte des voyageurs. Et à noter qu'un des ChatGPT apps existe bien, mais par contre, à ma connaissance, il n'y a jamais eu pour l'instant de communication officielle de la part d'OpenAI pour le grand public. Vraiment inciter à les utiliser comme un App Store. Ouais, c'est un petit peu le paradoxe. Après, eux, comme nous à petite échelle, du coup, c'est beaucoup d'expérimentation. Vous avez vu, ça va vite. Quelqu'un disait ce matin, si je sais déjà comment ce sera dans 6 mois, je serai content. C'est exactement ça en réalité. Et donc, ils testent des choses. Avant, il y avait eu les plugins. Néanmoins, même s'il ne faut pas aller sur tout, choisissez vos combats, mais regardez ce qui peut vous apporter pour la suite. Et donc, il faut tester. Et pourquoi il n'y a pas d'usage ? Oui, parce qu'ils n'en font pas la promotion non plus. Et qu'aujourd'hui, concrètement, une application ChatGPT,
que ce soit Evaneos, Accor ou qui que ce soit, il faut quand même taper @Evaneos, @Accor, etc. Donc on revient aussi sur l'importance de la marque, de la notoriété et la considération. Peut-être un mot Oui, là-dessus. il compte sur toi pour dépenser de l'argent pour le faire savoir, hein, c'est tout. Hein. Oui, bah, on n'a pas exactement encore leur budget, mais Ils perdent 14 milliards quand Claude en gagne 560 millions. Donc on va voir qui va franchir la ligne à la fin. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette espèce de démarche effectivement itérative, j'explore des terra incognita, effectivement, faites-le. Faites-le en vous mettant bien des KPI dans la tête, en suivant ça, c'est-à-dire faites-le en vous disant pourquoi je le fais. Et c'est pas du tout une leçon que je me permets de vous donner, hein, c'est juste une espèce de colonne vertébrale qu'il faut essayer d'avoir par rapport à ces sujets qui peuvent finir sur le toit très vite, à la fois en termes de budget investi et en même temps d'objectifs pas forcément atteints. Puisqu'on en est effectivement à se parler de chiffres, quand on pose la question aux gens, 90% des gens vous disent ouais c'est super, je vais utiliser l'IA pour organiser mon séjour. Et en fait, quand vous grattez un peu, il n'y en a que 34% qui vont vous dire ok, je l'ai fait. Parce que la différence entre les deux, c'est la notion de confiance, c'est la notion d'autorité et de marque. Et c'est le pari que nous, on fait en se disant que finalement, le propos qu'on veut tenir au marché, la proposition de valeur qu'on veut lui fournir, c'est 1, l'autorité, c'est-à-dire l'information officielle. 2, c'est l'information de proximité, ce qui rejoint un peu ton propos autour des communautés et de l'authenticité en fait, de l'information. Et 3, c'est la personnalisation. C'est-à-dire, je ne suis pas pareil que la personne d'avant et la personne d'après, donc essaye de faire en sorte de me parler à moi. Et sur les usages je t'écoutais, je lisais en même temps, ce qui est une erreur. En fait, il ne faut jamais faire ça. Ce qui n'est pas... non, je voulais faire réagir plutôt pour la suite. C'était d'être choisi à l'IA qui devient une commodité. En fait, c'est ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure aussi. Malgré tout, même si les chiffres, on est dans une commodité. Comment faire pour être choisi ? Vous avez commencé à le dire. Mais si on peut creuser ça un peu plus loin, comment vous le faites ? Parce qu'à un moment donné, le tout, c'est bien d'avoir des nouveaux outils, on peut encore utiliser. Comment tu fais pour être choisi finalement à l'ère de l'IA ? C'est toi qui me parlais de commodité quand on préparait les choses. Oui, ce qu'on a vu ce matin, faire des itinéraires, déjà vous l'avez peut-être fait à titre personnel déjà. Faut se projeter dans 2 ans, 5 ans, ces technologies-là, elles seront accessibles à tout le monde. Et donc sur les débuts du parcours voyageur, ça sera clairement une commodité. Ça l'est déjà un petit peu puisqu'on utilise globalement tous les mêmes modèles. La différence, c'est que nous, on peut pas faire... on ne veut pas faire du tourisme comme tout le monde, on se positionne comme une alternative au tourisme de masse. Et donc, déjà, quand on utilise ces modèles, on doit avoir des réponses qui sont différentes. On en parlera après sur quelque chose qu'on a développé de notre côté. Donc, la commodité sera là, mais on ne vend pas des itinéraires, on ne vend pas même des itinéraires qui sont jolis à regarder. On vend des expériences. On achète des expériences en tant que voyageur. C'est ce que tu proposes sur ton site d'ailleurs, sur ton application avec le trip. Une fois que tu les as eus, tu veux leur offrir aussi une expérience. Exactement. Donc là, on les aide parce que c'est une demande, c'est un besoin. Penser à un voyage, c'est compliqué. On le sait très bien, on est plusieurs acteurs de la chaîne et en fait on fait jamais les choses dans le même sens, on change 3 fois d'idée sur la destination avant de se fixer sur quelque chose et ces allers-retours ils sont difficiles à faire sur un seul workflow et donc ça l'IA elle permet justement d'aider là-dessus et nous on va donner des instructions, enfin notre agent IA sur Trip Designer il va essayer de vous proposer même si vous voulez faire des incontournables comment vous pouvez les faire autrement et après de le donner vie à ce voyage grâce à nos experts locaux. Parce qu'en fait, quand je vais prendre un exemple un peu mainstream et je veux visiter le Colisée, je peux évidemment soit aller à la billetterie tout seul, soit acheter sur Get Your Guide, soit... il y a 1001 façons de visiter un monument pareil, mais c'est pas la même expérience de le visiter en dehors des horaires d'ouverture. Si je suis une famille, d'avoir un guide famille, etc., qu'après l'agent local m'emmène dans un restaurant qui est peut-être pas le meilleur restaurant ou le restaurant 5 étoiles que vous aurez trouvé sur Google Maps, mais qui est celui où il aura emmené sa sœur quand elle vient lui rendre visite. Et en fait, ça, c'est la surprise, la personnalisation apportée par l'humain.
l'IA ne peut rien faire là-dessus. Et ça a de la valeur parce que nous, en tant qu'humains, on y met de la valeur. Demain, on sait faire des podcasts qui sont uniquement animés par des IA. Est-ce que vous irez écouter ça ? Peut-être certaines personnes, mais globalement non, parce qu'en fait, il n'y a pas ce vécu qu'on se transmet aussi dans l'expérience, dans le voyage. Tu me fais une transition avec Laurence sur la différence, alors le sense making et ça c'était avec le meaning making. Mais la machine et l'humain en fait dans... Oui, et le meaning making, je voulais rebondir sur ce que tu disais et sur ce qu'a dit Nicolas. Moi, j'aime beaucoup le triptyque dont Nicolas a parlé, qui est autorité, proximité, personnalisation. Je trouve que c'est une bonne manière de résumer ce qui est en train de se passer en IA. Je voulais partager avec vous le fait que nous, en tant que professionnels de la communication, aujourd'hui, justement, parce qu'il y a le GIO, on travaille de plus en plus la singularité de la marque, tout simplement parce que les éléments qui remontent, ce sont des séquences de langage qu'on doit retrouver toujours les mêmes, toujours identiques, vous savez, ces fameux éléments de langage, et c'est ça que la machine aime avoir, et c'est ça qu'elle va faire remonter, donc on le travaille de plus en plus, et que, bien entendu, ça rentre dans des séquences de relations médias qui prennent de plus en plus d'importance pour nous, justement de par leur force dans le GIO. Alors après, sur meaning making et sense making, c'est vrai que on peut faire cette distinction, elle est intéressante, c'est un concept qui est opérant, qui permet de saisir des choses. Le sense making, c'est effectivement ce que l'IA saisit bien, c'est-à-dire que c'est une analyse, c'est les données, c'est le traitement de données, donc tout ça fait partie du sense making. Le meaning making, c'est quelque chose que l'IA saisit mal, et c'est ce dont tu parlais. C'est-à-dire que c'est le restaurant dont m'a parlé la sœur de mon ami et qui va me correspondre parfaitement. C'est la capacité de comprendre et d'intégrer dans un contexte flou. Il faut savoir que pendant longtemps, on vous a dit que... Alors ça changera peut-être parce que pendant longtemps, on a dit que l'IA fonctionnait par déduction. Vous savez, la déduction, c'est je suis à Paris et je me mets à la fenêtre et donc je regarde une tour. Et la tour, c'est... Voilà, Eiffel. Eiffel parce que c'est la première probabilité, et sinon ça va être Montparnasse, après ça va être Maillot, etc. En l'occurrence, d'après ce qu'on voit, aujourd'hui, on apprend à l'IA à raisonner par association d'idées, qui était ce qu'elle ne fait pas jusqu'à présent. Donc peut-être ça va changer sur le meaning making, et donc ça va peut-être permettre d'appréhender des contextes flous, mais aujourd'hui on n'y est pas. Nicolas, pour toi, j'aimerais qu'on rediscute de la place du coup du site internet. Justement comme point d'intérêt final pour un touriste à l'ère de l'IA. On en avait discuté, et est-ce que tu veux nous partager la vision que tu as toi pour l'Office de Paris ? Je ne sais pas si je vais répondre à cette question, parce que comme je vois que je retourne, je vais en prendre une autre, si tu me permets. Je voudrais juste partager avec vous une ou deux réflexions sur effectivement l'impact que ça a sur l'ensemble de nos modèles économiques, et en particulier le nôtre, parce que je vais un peu tirer la couverture à nous. On subit une contraction des financements publics, ça n'a échappé à personne. Et évidemment, dans un contexte de disruption comme celui dont on est en train de parler, on est bien obligé de se poser la question de savoir comment on va se réinventer. Donc, vous êtes tous dans la salle probablement avec cette petite chanson dans la tête, comment je fais demain, comment je fais après-demain. Et voilà, nous aussi, on se pose la question, et on n'a pas du tout ni la sérénité, ni la clarté à plus de 6 mois, tu disais, Romain, c'est ça ? Et je pense que là-dessus, c'est carrément partagé. Dans les choses qu'on investigue, on est en train de regarder des sujets autour de l'intelligence économique. L'IA va évidemment apporter énormément de choses, parce que, comme le disait Laurence, en fait, c'est la capacité à pouvoir manipuler des quantités de volume de data absolument spectaculaires. Pourquoi on le fait ? Pour pouvoir renseigner la chaîne de valeur du tourisme sur un territoire tel que le nôtre, pour en effet influencer l'ingénierie, influencer l'offre, en essayant de se dire, est-ce que, en définitive, les prévisions, les projections de telle ou telle offre, de tel ou tel produit à tel ou tel endroit est susceptible, premièrement, de contribuer à simplifier l'expérience sur Paris, deuxièmement, susceptible d'enrichir l'offre sur Paris, et troisièmement, susceptible d'améliorer et d'augmenter les retombées économiques des acteurs du territoire. Alors ça, en tout cas, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Et on voit bien que le site internet, finalement, est assez moins important dans cette réflexion que ça ne l'est aujourd'hui, où en définitive, tout le monde espère avoir une petite place sur notre site internet, alors que tout le monde s'en fout. 45 millions de visiteurs sur Paris, vous savez combien on en touche de ces 45 millions de visiteurs ? C'est infinitésimal. On va dire que c'est un sujet qui devient de plus en plus secondaire.
n'ouvrez plus de site internet. Ah bah voilà, je savais que tu viendrais. Non mais je faisais un petit clin d'œil parce qu'il l'attendait. Je chauffe un peu. Peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Le deuxième truc que je voudrais C'est un partager diesel. avec vous, c'est des questions de gouvernance. Et en fait, si on continue à jouer chacun dans son coin et à pas jouer collectif, vous savez ce qui va nous arriver? Exactement la même chose que ce qui nous est arrivé pour le search, pour les hôtels, pour les activités de loisirs. On va se faire torcher. On fera un bip sur Voilà. la vidéo. Donc, moi, j'en appelle effectivement. Alors, c'est pas la bouteille à la mer. Je crois qu'il y a des initiatives extraordinaires qui sont en cours en ce moment. Il faut y prêter attention. Il faut être tout à fait humble et raisonnable dans cette approche. Mais moi, je tire mon chapeau effectivement à la Caisse des dépôts qui soutient Mistral. Ils ont le programme France 2030 qui effectivement mobilise une enveloppe absolument colossale de 19 milliards. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui savent que c'est le plus gros programme d'investissement depuis que la République existe? D'accord ? Eh bien ça mérite d'être salué, ça mérite effectivement d'être soutenu. Au quotidien, vous allez me dire, est-ce que j'utilise Mistral ? Ok, il est perfectible sur un certain nombre de sujets, mais si effectivement on l'encourage et qu'on y passe le temps nécessaire pour le faire s'améliorer, on aura tous collectivement gagné quelque chose. Alors je peux tenir des heures, donc vous me coupez la parole, mais sur la souveraineté, je ne vais pas parler du cloud souverain, tout le monde s'en tape, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de solution, mais on va peut-être faire un petit clin d'œil à Xavier Niel, il va peut-être nous entendre sur ce coup-là. Il était encouragé par l'Europe. Il y a plein de sujets autour de la gouvernance sur lesquels il faut tous se mobiliser, parce que c'est pour le coup notre avenir. Et c'est pas juste une question qui concerne le tourisme. Non, merci pour justement d'aller sur la souveraineté, parce que c'est un peu la suite de la question. On parlait d'être indépendant, et Romain là justement, à l'ère de toutes ces plateformes, on peut voir Mindtrip qui était là ce matin. Comment tu te positionnes, vous positionnez par rapport à tout ça et la vision que vous avez, que tu as là-dessus? Ouais, déjà sur l'indépendance, on a dit la marque, c'est ce qui va vous rendre le plus indépendant, qu'on aille nous voir déjà chez Vaneos pour ce qu'on est, ce qu'on apporte, et nous on essaie d'apporter un tourisme différent, et donc voilà, ça c'est aussi une forme de souveraineté sur travailler nos différenciateurs, nous en Europe, et une autre vision parfois du voyage que le voyage standardisé. Le deuxième, c'est la confiance qu'on peut apporter aussi. C'est beaucoup plus, c'est très important sur le continent européen. Est-ce que oui, on peut mettre sa carte bleue dans OpenAI et dans Claude, mais pour acheter un voyage sur mesure à 7-8 000 euros parfois, voilà, c'est important de savoir avec qui on part, puisqu'on vend de l'expérience. Plus de 60% des reviews parlent de ce qui se passe à destination, et donc c'est ça qui est clé. Donc vraiment, je leur dis, l'indépendance, c'est ce que l'IA ne peut pas apporter, donc ce que nous on produit dans les destinations. Et après, il y a l'indépendance technologique. Je ne sais pas si les sites web vont disparaître, Nicolas. Par contre, comme vous ne savez pas non plus, faut être prêt pour les deux cas. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, c'est un peu de travail, mais technologiquement, quand on propose une recommandation comme dans TripDesigner ou dans l'app ChatGPT, derrière à ce qu'on appelle un MCP serveur. Donc c'est voilà, c'est un schéma. Je vous laisserai le schéma à la maison. On va pas rentrer dans le schéma, je vous rassure, mais on va dire que ce sont des connecteurs qui permettent de parler le même langage avec des agents IA. Vous connaissez ce qu'est une API probablement. Une API, c'est la porte à tel building. Le MCP, ça va être le connecteur universel pour le pass pour toutes les portes, peu importe ce qu'il y a derrière le building. Et donc ça, c'est important de commencer à le construire parce que sur ce serveur MCP, vous allez y connecter des outils, le fonctionnement de votre service aujourd'hui, qui pourrait être utilisé demain par un agent IA ou une interface avec un agent humain. Et donc nous, on essaye de penser les choses de manière agnostique de là où c'est utilisé. Vous voyez sur le schéma, ici, c'est le schéma de l'app ChatGPT. Sur la partie gauche, il y a tout ce qui est en fait la conversation avec ChatGPT. Et après, nous, ce qu'il y a au milieu, et même à droite, puisque c'est nos data évidemment, ça reste chez nous. Et donc, vous choisissez aussi les fonctionnalités que vous
auxquels vous donnez accès aux agents IA, et aussi les données auxquelles vous donnez accès. Et la donnée, c'est aussi une manière d'être indépendant. Oui, il y a plein de choses qui sont trouvables sur Internet, mais en réalité, la combinaison de nos données voyageurs, j'ai pas beaucoup parlé de nos agences locales, mais nos agences locales, leur inventaire, la façon dont elles construisent les itinéraires fait main. Évidemment, on les aide aussi avec l'intelligence artificielle, mais c'est la combinaison de ces deux contextes qui permet de rester indépendant. Merci, et je pense vraiment, ce schéma, regardez-le, c'est très bien parce que c'est un schéma vulgarisé, et à la maison, tranquillement, vous le regardez, et ils ont tout expliqué dedans. Je trouve ça très bien de le partager, ça fait office vraiment de vulgarisation pour tout le monde. Le temps passe, il faut qu'on avance. Moi, j'aimerais être comme dans un café, donc on pourrait avoir plein de temps, mais à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Dernière question à vous trois. Pour le coup, c'est dans la salle, on a parlé beaucoup de choses là, sur la visibilité à l'ère du lien. Si vous aviez une phrase, alors on dit une phrase, mais juste développez pas trop longtemps, pour donner un conseil aux gens qui sont dans la salle, par rapport à si dans les 6 mois, on est toujours en train de parler dans 6 mois, dans 6 ans, dans 6 mois, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour eux, s'il y a une chose que vous conseilleriez à faire. Laurence, elle est gentille, elle va se lancer. Sans doute parce que je vais donner le conseil le plus simple et le plus accessible, c'est-à-dire revoir le SEO et faire un audit GIO. C'est-à-dire dans les 6 mois, c'est ça qu'il faut faire d'abord pour savoir où on en est, avant de lancer une politique de création de contenu adapté GIO. Nicolas. Allez, moi je vais vous proposer un petit pas de côté. Soyez curieux, n'ayez aucune certitude et partagez le plus possible vos expériences et vos tests de façon collective, parce que alors, le pire des cas, ça fera plouf. Dans le meilleur des cas, vous apprendrez un truc. Et je pense que d'expérience, en fait, l'intelligence collective est vraiment géniale, ça fait gagner vachement de temps. Top. Romain, t'en as une? Ouais, plus sain aussi sur la partie expérimentation. Moi, je dirais qu'on a tous encore largement un coup à jouer, mais il faut savoir lequel. Il y a 75% des gens qui utilisent l'IA qui double-check les résultats. Ça va se fiabiliser, mais c'est important de dézoomer un tout petit peu et de se dire, dans mon écosystème, dans ma chaîne de valeur, qu'est-ce que moi j'apporte? Qu'est-ce que l'IA va remplacer d'ici 2-3 ans? Et qu'est-ce qu'elle ne pourra pas remplacer dans 5 ans et plus? Donc là, on est un petit peu plus loin que les 6 mois. Mais peut-être que vous aurez tort, mais en tout cas, on se sera posé les bonnes questions. Nous, c'est le travail qu'on a fait, et ça nous a donné quand même les axes de dire sur quoi on va mettre le paquet sur les prochains mois et les prochaines années. Voilà, votre place dans la chaîne de valeur et là où vous devez légèrement réajuster. Vous avez été super. Merci, on peut les applaudir tous les trois. Et lisez la newsletter de Nicolas. Ah, voilà, sympa.